Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux, encore une fois, pour assister à ce programme de Monde Nouveau à la Fondation Pernod Ricard, toujours concocté avec soin par Caroline Nafégi. Caroline, je te renouvelle tous nos remerciements pour ces moments qui sont toujours très singuliers, très particuliers. Et je crois que ça sera encore le cas aujourd'hui avec cette rencontre qui s'annonce, ma foi, extrêmement particulière dans ce qu'elle va mettre en œuvre et mettre en jeu. Donc je te remercie beaucoup pour ça et je remercie également les personnes qui sont ici. Donc Ramli Fischler qui va prendre la parole en premier, Jean et Frédéric Toby qui sont ici, ainsi que Dominique Pinon. Je vous remercie par avance pour vos propositions et je laisse tout de suite la parole à Caroline et je vous souhaite une excellente soirée à la Fondation Pernod Ricard. Merci Franck. À mon tour de remercier la Fondation Pernod Ricard qui nous accueille. Donc c'est la 6e soirée. On en a encore une dans 15 jours. C'est à chaque fois des moments formidables qu'on passe avec l'équipe. On est merveilleusement accueillis. Merci beaucoup Colette. Merci Franck. Merci à toute l'équipe. Et merci surtout au ministère de la Culture, bien sûr, puisque comme vous le savez, le projet que va présenter ce soir Rami Fischler est un projet qui fait partie des 264 projets des Mondes Nouveaux. Un projet qui est financé par le plan de relance, qui est un plan tout à fait exceptionnel et qui a permis à tous ces projets de réinventer des mondes, des situations, parfois dans les monuments du Centre des monuments nationaux, parfois sur le littoral, qui sont tous les deux partenaires, et parfois dans des lieux qui sont ceux qui sont choisis par les artistes, les écrivains, les designers, les compositeurs. Et celui le projet que porte Rami est situé dans un monde virtuel. Et c'est donc le sujet qu'on va aborder ce soir. Passer un petit peu, traverser le travail de Rami Fischler avant de pouvoir introduire ses invités et commencer à rentrer dans le Parlement des vivants, qui est donc la toute première réflexion qui est faite sur ce projet. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on vous révèle le Parlement des vivants ce soir, mais plutôt comment le métier de designer se réinvente, intègre une nouvelle dimension, des nouveaux enjeux, notamment celui du rapport au vivant, et comment le Parlement des vivants va créer un autre espace pour donner aussi la parole aux vivants. Donc on va jouer un petit jeu de ping-pong avec Rami parce qu'il a une présentation, il est jeune. Pour autant, il est sorti de l'ENSI en 2004. Voilà, mais tu fais encore partie des jeunes par rapport à d'autres. Voilà. Tu as une carrière déjà très riche. Donc, tu es sorti de l'ENSI en 2004. Tu as ensuite travaillé avec Patrick Join. Tu as créé ton agence en 2011. Et là, donc RF Studio, tu enchaînes énormément de projets, autant avec des grandes marques comme Chanel, Accor, le Philanthropic Lab, PCA Stream, avec qui aujourd'hui tu mènes un projet sur les Champs-Élysées, la brasserie de la Tour Eiffel pour Thierry Marx. Volontairement, je vous donne des projets qui sont très, très, très différents. La mise en scène de Cyril Tess, tu as enseigné au Frénois. Enfin, voilà, je survole. Première question, Rami. Oui, je vais m'asseoir. Si tu te lèves, je reste debout aussi. C'est grave, ouais. Donc, depuis ta sortie de l'école en 2004 et au travers des différents projets que tu as portés, comment tu définirais aujourd'hui le métier du designer et comment il a énormément évolué par rapport à ce que 80% des gens pensent connaître du design, c'est-à-dire la création de mobilier, de l'aménagement d'espace? Oui. Vous m'entendez? C'est pas un métier facile à définir. Je pense que par rapport à tous les métiers des arts appliqués, comme l'architecture, notamment le graphisme, je pense qu'il y a une idée assez précise de ce que c'est que le métier de bâtir, notamment des immeubles. C'est vrai que le design rentre un peu dans les interstices. Non, c'est trop tôt. On répète en même temps un peu la présentation. Dans les interstices du monde du quotidien. Quand tu me demandes comment j'ai perçu mon métier quand je étais à l'ENSI des Ateliers, qui est une école que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est l'école qui a fait que je suis parti de
ma Bruxelles, j'allais dire natale, mais presque, et que j'ai sauté dans le bain de Paris qui n'était pas évident, c'est parce que c'est une école, je pense, toujours unique au monde. Et j'y suis allé en pensant faire des objets. Honnêtement, à l'âge de 14 ans, je voulais faire cette école, et à 18 ans, 19 ans, j'y suis allé. Et j'ai vécu, je pense, la fin des années 90 et le début des années 2000 comme un moment vraiment de transition pour beaucoup, beaucoup de métiers, hein, pas que le métier du design. On ne parlait pas vraiment forcément d'objets de façon très, je dirais, valorisante ou très désirable. On était dans ce paradoxe, en fait, où on parlait surtout de la Chine et de l'Asie comme une ville ou un pays-monde, usine, pardon. On parlait de la dématérialisation des objets avec l'arrivée du digital, des services digitaux qui avaient peut-être remplacé les objets. Et donc, en gros, c'était un moment peut-être très difficile pour les designers de savoir comment ils allaient évoluer alors qu'ils pensaient faire des objets industriels dans un monde qu'on appelait post-industriel, que ce soit vrai ou pas. Les 10-15 années qui ont suivi, je pense, m'ont permis justement de redéfinir mon métier, en essayant de ne pas partir sur les acquis du design du XXe siècle, et notamment de travailler de façon peut-être plus contextuelle, comme beaucoup de designers, c'est-à-dire moins dans la production systématique ou dans le déploiement d'un objet, mais plus dans le travail systématique plutôt contextuel sur des problématiques de terrain qui, je pense, ne sont pas arrivés si vite que ça dans le monde de l'industrie et qui, du coup, étaient beaucoup plus intéressants à analyser, je dirais, sur le terrain. Je pense au monde du travail, je pense à la question du gaspillage alimentaire ou la question de l'alimentaire de manière générale. Donc des domaines, en fait, finalement, qui nécessitaient de penser plutôt en écosystème complexe. Et qui font que, comme tu disais, le beau mobilier ou le bel objet, qui finit par être un enjeu pour nous, comme tout le monde, hein, la beauté reste un élément très important, on est parti sur des principes plutôt programmatiques, complexes, qui interagissent avec énormément de gens différents et qui nous obligent à nous infiltrer finalement dans des domaines dans lesquels le design n'avait pas forcément sa place. Tu peux donner quelques exemples? Ouais. Ouais. Les exemples, c'est la question par exemple du Grand Paris. Je pense que c'est pour ça que depuis quelques années, je suis quand même très investi à Paris. Paris et je dirais son agrandissement est un lieu d'expérimentation extraordinaire, que ce soit le centre ou la périphérie qui deviendra Paris demain. La question des transports, la question des usages, la question de comment construire des gares avec des lieux autour qui deviennent des futures villes sans reproduire, je dirais, les dystopies qu'on a aujourd'hui, je dirais, héritées du XXe siècle sur ce qu'on appelle malheureusement les villes moyennes, mais dans laquelle plus de la moitié de la population française continue à vivre et qui ont été totalement, je dirais, abandonnées durant les 50 dernières années. Et donc voilà, là où le designer doit de nouveau se réinjecter, je dirais, la question de la désirabilité, de vivre dans des lieux, d'avoir des usages qui sont, je dirais, adaptés à leur époque et peut-être plus loin que ça, la question du futur, puisque je pense que notre métier, il nécessite du temps, comme l'architecture, parfois même plus, pour interagir et puis finir dans la vie des gens. Et donc, du coup, notre métier, c'est quand même un métier d'anticipation. Parce que je dis souvent que quand on réfléchit aujourd'hui au monde de demain, s'il paraît déjà daté, demain, il sera encore pire. Donc, on a cette obligation de se dire qu'à peu près, il faut compter entre parfois 15 ans, 20 ans, avant que certaines grandes transformations se font dans l'espace public, dans la ville, dans l'entreprise. Et donc, du coup, on est obligé de penser très, très loin, ce qui nous amène à une version, en tout cas une dimension d'anticipation qui fait partie de notre métier. Alors justement, l'anticipation, toi tu utilises beaucoup la fiction comme un support de cette anticipation pour créer ces futurs désirables. Alors il existe dans le design une discipline qui s'appelle le design fiction. Mais toi, tu n'emploies pas la fiction uniquement dans le cadre du design fiction. Tu as mené pour 2020 cette grande exposition qui s'appelait Sens Fiction, pour laquelle tu as traversé un peu toutes les périodes de l'histoire, utilisant ces fictions pour repérer à quel endroit elles avaient permis une innovation. Par exemple, l'IPAD qui a été créé en 2011, mais qui apparaissait déjà dans 2001 Odyssée de l'espace en 1968, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux raconter un peu ce travail de recherche et comment il a nourri aussi ta pratique en tant que designer? Je vais essayer de ne pas trop être caricatural parce que ça mériterait énormément de temps.
puisqu'on y a consacré une expo de quasiment 1200 mètres carrés, et notamment, tu le sais bien, à Lille, pour parler justement de ce thème-là. Alors peut-être, si je devais le résumer, je dirais que durant mes études déjà, j'ai évidemment à la fois compris et expérimenté la place de la fiction comme un outil de persuasion, que ce soit pour nos clients ou tous nos interlocuteurs. Je pense qu'on a un métier qui est quand même un métier parfois assez abstrait, surtout quand on se projette dans l'avenir, et donc finalement fictionnaliser, je dirais, notre pratique et aussi notre proposition m'a semblé indispensable, et mon diplôme était déjà une fiction. Ici, deux exemples de gens bien plus importants et connus que moi dans le monde de design fiction. Julian Raby, que je pense que certains d'entre vous connaissent parce qu'il représente beaucoup, je dirais, cette place de la fiction, du design fiction, qui est forcément un peu une école de pensée. C'est pour ça que ce n'est pas le terme que j'utilise. Le design fiction, c'est vraiment une méthode qui permet d'analyser, mais parfois de mettre en garde et de même critiquer, je dirais, parfois les abus du capitalisme ou de la surproduction ou de l'abus des technologies. Et donc c'est un moyen finalement pour certains designers qui vraiment l'utilisent, je dirais quasiment comme pratique centrale, d'alerter les gens. Donc de ne pas forcément faire des produits, mais plutôt des images ou des vidéos qui anticipent des produits qu'on ne voudrait pas forcément voir apparaître. Le travail que j'ai fait, c'est que je suis sorti je dirais, de mon instinct, celui d'utiliser la fiction de façon finalement assez naturelle, à une analyse plus poussée, parce que je me suis rendu compte que finalement cette utilisation de la fiction, elle n'était pas que contemporaine. Oui, tu peux t'arrêter là-dessus, Mathilde. Peut-être même revenir juste à l'image d'avant, rapidement. Elle a commencé en fait au début du XXe siècle, et sans rentrer vraiment dans les détails, l'expo en tout cas permet de le voir, et le site Science Fiction, je vous invite à y le regarder. Dès l'émergence en fait d'un essor industriel très important au début du XXe siècle, l'apport en fait de la fiction pour vendre un monde qui n'existe pas encore et qui n'est même pas à acheter est devenu central. L'image qui suit, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, montre en fait quelques exemples d'imagerie en fait qui paraissent aujourd'hui très contemporaines, mais qui ont pourtant entre 100 et 120 ans, et qui montrent la surproduction agricole, les voitures volantes évidemment, les villes-mondes, voilà, tous ces imaginaires qui nous paraissent encore aujourd'hui malheureusement très actuels, et qui ont je dirais un passif très important. Oui, tu peux passer à l'image suivante, merci. Un personnage en fait qui incarne bien ça, c'est Édouard Bernays, un personnage que je trouve malheureusement peu connu, mais qui pourtant a vraiment inventé ce qu'il appelait en fait au début des années 20 la propagande. Après la Seconde Guerre mondiale, on a arrêté d'utiliser ce mot parce qu'il ne correspondait peut-être plus, mais c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le storytelling ou le marketing. Et cette idée, en fait, faut le dire, Édouard Bernays est le neveu de Lucien Freud, et très tôt, il a utilisé finalement, je dirais, la science très nouvelle de la question de l'influence psychologique pour finalement vendre des imaginaires et des produits qui vont avec. Et ça a imprégné énormément le tissu social, économique et culturel des États-Unis du début du XXe siècle. C'est cela qui m'a vraiment intéressé dans l'exposition. Et si tu avances, Mathilde, rapidement pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une exposition très documentée. Je ne rentrerai pas dans les détails, qui montrent finalement comment l'industrie associée à l'art, à la culture, aux sciences, aux technologies et évidemment à la politique ont formaté quelques grands imaginaires qui continuent aujourd'hui à être ceux qui, je dirais, fondent notre société contemporaine. Ce qui pose évidemment problème, et c'est ça le but de cette exposition, c'est de se rendre compte que notre rôle de designer, de créateur, d'intellectuel et juste d'acteur de la société devrait aujourd'hui nous permettre de développer des nouveaux imaginaires avec finalement les mêmes ingrédients et les mêmes méthodes. Mais c'est aussi ça qui était très intéressant dans l'exposition, c'est que au-delà de cette recherche historique qui permettait effectivement d'identifier à partir de quand la fiction avait permis aussi d'ouvrir ces imaginaires, c'est aussi le laboratoire que tu as créé autour de ça et du bureau des usages
en passant commande à des auteurs de fiction, dont une fiction qu'on va entendre ce soir grâce à vous, mais qui surtout s'est construit, parce que c'est pourquoi un designer passe des commandes de fiction et comment il nourrit cette fiction. Et tu as travaillé avec justement des chercheurs, des scientifiques, des entreprises, des collectivités pour identifier les contenus de cette fiction et le synopsis avant même de le confier à l'écrivain. Est-ce que tu peux raconter aussi déjà les 4 fictions qui ont été écrites? Je proche des patients qui ont la peau à tendance à l'eczéma atopique. Et c'est pour ça que je... Ça, c'est une fiction. Mais c'est pas la nôtre. C'est pas la bonne. En tout cas, oui, encore une fois, c'est difficile de résumer ça en 2 minutes, mais c'est vrai que finalement... Pardon, on balaye vraiment très vite, mais parce qu'on a quelques invités après. Oui, parce que le but de ce soir, c'est surtout de vous présenter des gens et les ingrédients que j'utilise pour ce nouveau projet. Mais il y a une méthode que j'ai mis en place dans Science Fiction, mais dont j'ai plutôt hérité, puisque cette exposition, elle montre que la méthode de la production des imaginaires du XXe siècle, elle est très très construite. On a trop souvent l'impression ou le sentiment que ces imaginaires sont finalement des belles histoires qui nous seraient apportées par des écrivains talentueux, des inventeurs. Ce que je montre dans cette exposition, c'est que c'est malheureusement ou heureusement beaucoup plus complexe que ça. Et c'est cette complexité qui devrait aujourd'hui nous permettre de comprendre qu'on ne devrait pas juste attendre que de nouveaux imaginaires arrivent, on devrait juste les construire avec exactement les mêmes méthodes extrêmement, je dirais, perfectionnés, qui font qu'à un moment, il faut rassembler les bons savoir-faire, les bons talents autour de problématiques qui sont aujourd'hui faibles en imaginaire, alors qu'on sait bien que c'est ceux qui devraient alimenter la vision du futur pour les générations qui viennent et qui, comme on sait tous, manquent aujourd'hui de repères, de vision positive. Donc j'ai repris finalement cette même méthode, je me suis positionné dans le même designer, je dirais le même designer que l'étaient les designers du début du siècle qui ne s'appelaient pas encore comme ça, et j'ai interagi avec des scientifiques, des industriels, des politiques, pour tout simplement essayer de faire surgir dans certains domaines qui sont faibles aujourd'hui, peu chargés en imaginaire, mais pourtant indispensables, le vivant, les communs, le futur du monde du travail, la question du corps humain notamment. Ce sont des sujets qui souvent sont peu, je dirais, valorisés, alors que c'est là qu'on doit puiser, je dirais, notre avenir. Et donc, on a créé alors c'était en plein Covid, donc c'était des discussions en fait animées par Teams avec beaucoup de corpus, beaucoup d'informations qu'on est allé chercher, qu'on est allé drainer dans pas mal de domaines plutôt universitaires. Et on a essayé ensuite de les soumettre à des auteurs qui n'étaient pas forcément familiers à ces sujets, pour leur demander finalement d'avoir un regard extérieur et de voir finalement si nos sujets étaient je dirais, suffisamment intéressants pour devenir une matière première narrative. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec Jean Echenoz sur le domaine du vivant. Et je ne sais pas ce qu'il y a après, mais... Non, voilà. Le domaine du vivant, et je terminerai là-dessus, ça c'est quelques images qui traversent 80 ans finalement d'imaginaire, et on le voit dans différents domaines. Ces imaginaires ont quand même souvent été plutôt portés sur la surproduction agricole et sur l'idée que l'homme peut, à chaque fois qu'il y a un mètre carré possible quelque part, même au pied des pyramides, en faire quelque chose, je dirais, de productif. Et ça prouve que ces images qui étaient vues comme finalement des imaginaires désirables ne le sont plus du tout aujourd'hui, et ça montre justement qu'elles sont à réinventer. Peut-être on devrait voir aussi défiler les échanges que vous aviez eus entre vous. Oui, ça va venir juste après. Et là-dessus, je ne dirais pas plus que 2 mots parce que le temps passe, c'est à toi de me dire. Mais c'est vrai que le texte que vous allez entendre, qui est donc lu par Dominique Pugnon, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, mais qui a déjà lu le texte qui était entendu dans l'exposition, est basé finalement sur le corpus qu'on a développé en amont, sur la question du droit du vivant.
Alors au départ, c'est pas forcément un sujet de designer, mais le designer finalement arrive plus tard dans la question d'un moment comment ce droit du vivant s'incarne dans des nouveaux outils, dans des nouveaux lieux, dans des nouvelles interactions. Et deux exemples ici assez intéressants que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui prouvent que la question du droit du vivant est en bonne marche. Ça paraît être une fiction, mais en Nouvelle-Zélande, le fleuve Wangani, qui est un fleuve très important en Nouvelle-Zélande, a réussi à gagner ses droits juridiques grâce finalement aux populations locales qui se sont finalement, je dirais, présentées comme représentants de ce fleuve face à un tribunal pour pouvoir défendre les droits d'un fleuve qui était en danger. Et plus récemment, avec la même pratique, le fleuve de la Loire en France, avec ce très beau livre qui recense finalement toute cette étude par Camille Toledo, qui montre que même en France, on commence à pouvoir défendre des éléments naturels, que ce soit des animaux, des plantes, des arbres, des forêts, mais aussi des éléments comme des mers, grâce à finalement je dirais une communauté qui se structure autour de ces espèces pour les défendre. Et c'est vraiment la question qui me passionne. C'est comment à un moment cette nouvelle façon de penser le droit du vivant doit... merci, un peu d'humour. Je suis belge, n'oubliez pas. Et disons, retrouve ces nouveaux outils et comment le designer peut participer à ces nouveaux paradigmes. Et je pense qu'on peut écouter du coup, avant Dominique, une toute petite introduction qui était dans l'exposition, qui permet de vous introduire sur le texte qu'on a écrit et qui a été écrit par Jean Echenoz, et puis tout de suite après Dominique Pinon. Ce sont des échanges que vous avez eus qui ont précédé la commande du récit. Aujourd'hui, ce qui donne notre cadre de vie, c'est-à-dire l'idée que la nature est qu'un jeu de force matérielle, que nous autres, les êtres humains, on est complètement à l'extérieur de ça, et que finalement, on a un savoir qui est supérieur à ce qu'on appelle la nature. Et aujourd'hui, on arrive un peu en fin de course, c'est-à-dire on en voit toutes les difficultés, toutes les impasses. Et on a un autre paradigme autour du vivant, aujourd'hui, qui est en train d'émerger, autour d'une certaine supériorité du vivant. On le voit aujourd'hui, si vous voulez, avec la sensibilité autour de la cause animale, autour des végétaux. Ça va se traduire dans les droits de la nature. Si en fait l'homme doit transformer sa mentalité et agir pour finalement réparer ses erreurs, il faut déjà dans un premier temps qu'il se réconcilie avec son environnement. Peut-être que le design, lui, sa place, ça va être de questionner quels sont les outils de dialogue. Est-ce que ce sont des outils ou digitaux ou au contraire un peu plus mystiques? Ce qui m'a frappé, c'était, là je suis à la campagne et j'avais observé, en regardant les arbres, des phénomènes qui étaient très mystérieux, des mouvements du côté des arbres qui étaient inexplicables et qui pouvaient laisser entendre à des systèmes de communication à l'intérieur de ces éléments. Il y a tout ce mouvement qui ramène sur la sensibilité et l'intelligence des plantes et leur capacité finalement à être des êtres sociaux qui communiquent au moins entre elles et avec d'autres organismes comme les insectes pour leur développement. C'est quand même cette idée que l'homme arrive à mieux considérer l'autre quand ils arrivent à se comprendre et quand une histoire commune se crée. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que par rapport à l'imaginaire pessimiste qui se dégage en permanence et qui nous harcèle un peu, là, vous ouvrez des perspectives qui, moi, m'étaient inconnues. Et en même temps, ce que je me disais, c'est que par rapport à ce qui est le vivant non humain, ça reste toujours une relation d'exploitation. C'est difficile, je pense, psychiquement pour l'humanité de se voir simplement comme un organisme vivant parmi les autres. L'exemple le plus abouti, c'est celui de la rivière Wanganui, qui est très connue en Nouvelle-Zélande, où les Maoris ont réussi à reprendre en partie la main sur un fleuve. Et ils ont réussi, au fil des années, à négocier une sorte de représentation du fleuve dans laquelle la tribu en question dit être le visage et la voix de la rivière. Et comment est-ce qu'on sait ce que veut vraiment un arbre ou une forêt ou comment est-ce qu'un humain peut justifier de lui donner tel droit?
ça n'est que de la négociation, je dirais presque politique, mais avec une sensibilité nouvelle. Tous les juristes disent ça, la personne, donc le premier concept du droit romain, persona, c'est le masque. Et c'est pour ça qu'il y a une façon de concevoir le droit qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui est de le concevoir comme un grand théâtre, avec des personnages, etc. Et il faut arriver à faire vivre ces personnages en générant non seulement de la rationalité, mais aussi de l'émotion. J'invite Dominique Pinon à venir de lire le texte de Jean Echenoz. Je crois opportun de livrer au public quelques extraits du journal que j'ai tenu ces derniers mois au cours de mes expertises. Dépêché par une agence interspécifique, j'ai pu approcher certaines populations de grands végétaux pour développer le champ de nos droits et devoirs mutuels. Les échanges effectués avec ces arbres ont été libres et approfondis. Il est en effet loin le temps où l'état de nos connaissances limitait à quelques centaines l'inventaire de leurs capteurs sensoriels. Celui-ci s'étant démultiplié au-delà de nos espérances, la communication entre espèces est désormais fluide. Les comptes rendus qui suivent me semblent susceptibles d'en témoigner éloquemment. Je me suis entretenu avec le peuplier que nous avions désigné pour représenter l'ensemble des feuillus. Il s'agit d'un sujet âgé, haut de 30 mètres et dont l'expérience, associée à un caractère bienveillant, permet d'envisager des pourparlers plus sereins qu'avec ses congénères. Ce choix a été mûrement réfléchi à la lumière de nouvelles données. Ayant mis au point, comme je l'ai indiqué, des procédures d'échange affinées avec les peuplements forestiers, nous avons notamment pu dresser une typologie de ces familles selon leur personnalité. À la lumière de cette étude, nous avons orienté nos démarches vers la dynastie des peupliers plutôt que vers celle des chênes au tempérament plus ombrageux, souvent borné à des revendications ancestrales, rétifs à tout changement et donc au moindre compromis. D'un naturel plus accessible, les peupliers nous ont paru mieux disposés à un échange constructif. Des contacts avaient pu être envisagés avec d'autres essences telles que les châtaigniers ou les saules, mais ceux-ci exagérément fatalistes et ceux-là conservateurs à l'excès, de tels individus me semblent guère plus ouverts au dialogue que les tilleuls, par exemple, également pressentis un moment, mais jugés trop introvertis. L'entretien s'est déroulé dans de bonnes conditions, m'étant assis à l'ombre de mon interlocuteur. Je lui ai exposé nos suggestions qu'il a méthodiquement examinées avant de livrer son point de vue. Notre confrontation m'a paru claire et cohérente, malgré certaines interférences sonores émanant d'oiseaux nicheurs ou de passage, établies dans les branches du sujet. Ces interventions tapageuses, quoique parfois non dénuées de pertinence, ont risqué à plusieurs reprises de brouiller nos propos. Mais grâce à notre maîtrise actuelle du lexique et de la syntaxe aviaire, j'ai pu les faire traduire et les recueillir séparément à titre de témoignage. Les services techniques de l'agence sauront les exploiter ultérieurement. Toutes les questions primordiales n'ont pu être abordées en une seule séance avec le peuplier, mais nous avons rapidement établi un protocole d'accord sur les conditions d'abattage, notamment en ce qui concerne la standardisation des tronçonneuses et la réduction de leurs nuisances sonores.
Quant aux conditions d'entretien de la faune hébergée, une fois rationnellement définies, elles paraissent en voie de normalisation. Les commentaires d'oiseaux domiciliés chez le sujet seront précieux à cet égard. Le point délicat, cependant, réside toujours dans l'extension des cultures périphériques. Quand j'ai tenté de promouvoir un nécessaire agrandissement de nos terrains agricoles, mon interlocuteur m'a opposé l'hypothèse de Borlaug, selon laquelle, comme chacun sait, une réduction raisonnée des surfaces cultivées permet d'accroître leur productivité en renforçant la sécurité alimentaire. In many parts of the world, Le sujet possède à l'évidence une connaissance exhaustive du dossier. Ce problème est resté en suspens, mais il semble que malgré certains désaccords mineurs, les pourparlers avec les feuillus soient en bonne voie. Compte rendu du 23 avril 2051, les résineux. Parmi les résineux, la sélection d'un délégué a été plus difficile à établir après de longues hésitations, logiquement dues à leur structure de parenté particulière. Nous avons porté notre choix sur un jeune mélèze dynamique et trapu, résidant en forêt des Marchiennes, au sud-est de l'île. Il m'a donné l'impression d'être aussi averti que son homologue feuillu des dernières, paraissant ouvert à nos arguments, quoique intransigeant quant au principe de sa communauté. Cette rencontre s'est déroulée sans difficulté technique, la présence volatile étant moindre, bien que nos échanges aient été parfois troublés par de bruyantes interventions d'insectes résidents, également décryptées puis transcrites à toutes fins utiles. Comme on pouvait le prévoir, les négociations ont été serrées, mais nous avons pu mettre au point une convention collective portant sur l'industrie papetière. Cet accord a porté sur un maintien raisonné de la fabrication de papier à usage graphique et hygiénique, en contrepartie d'une baisse programmée des pièces d'identité et des billets de banque, ainsi qu'une suppression totale, à terme, des produits d'emballage et de conditionnement. Vieille revendication résineuse à présent résolue, la question corporatiste du sapin de Douglas et de son exploitation a été évoquée à titre d'exemple. Nous n'avons pu que nous féliciter de la suppression de cette monoculture dont les résultats ne se sont pas fait attendre, comme en témoigne une amélioration sensible des sols ainsi qu'un développement harmonieux des populations animales, fongiques et bactériennes avoisinantes. Le dossier du bois de chauffage a également été ouvert, et puis, en fin d'entretien, un début de controverse a paru naître à propos de l'écart symbolique entre le recyclage des arbres tenus pour commun, production de cajots et de palettes, et la reconversion des arbres dits nobles, mobilier de luxe et marqueterie. Mais ce qui a fini par nous paraître un faux débat a été rapidement évacué. Nous sommes convenus de nous revoir dans les meilleurs délais. Compte rendu maintenant de la période du 8 au 15 mai 2051, colloque de Tai Po Khao. L'agence m'a chargé de couvrir un colloque international organisé dans la réserve naturelle de Tai Po Khao, Hong Kong, où se trouvaient représentées la plupart des essences dites exotiques ou rares. Des délégations de tout pays avaient été installées à l'avance dans un espace dégagé, équipé de systèmes d'irrigation spécifiques et de dispositifs microclimatiques aménagés. Les débats m'ont semblé de bonne tenue, facilités par la bonne volonté des parties en présence et la collaboration d'interprètes locaux, au demeurant peu sollicités. Rappelons à cet égard, en effet, que, par croisement de différentes données communicationnelles, principalement olfactives et gestuelles, nous sommes à présent en mesure d'établir un échange universel profitable et qui devrait nous dispenser à l'avenir de toute médiation. Si des terrains d'entente avec le consortium des palissandres, Inde, Brésil, Madagascar, ont été rapidement dégagés, il est à noter que le syndicat des ébènes, Macassar, Gabon, s'est montré spécialement revendicatif et que la section des acajou a obtenu un moratoire. Grâce au doigté diplomatique d'un comité liquidambar,
Nous avons enfin pu résoudre l'ancien contentieux tropical qui opposait l'Irico au Jatoba. Quant à la position du baobab, invité d'honneur du colloque, elle demeure inchangée. Compte rendu du 29 juin 2051. Les fruitiers. Le 29 juin. De retour en France, mes observations se sont poursuivies avec la catégorie des porteurs de fruits comestibles. La variété des essences concernées a nécessité cette fois une consultation collégiale et non plus limitée à un seul négociateur. Un tour de parole a donc dû être établi, parfois mal respecté par certains sujets radicalisés, ce qui a occasionné plusieurs rappels à l'ordre. Liés au vocabulaire spécifique de chaque espèce, quelques difficultés idiomatiques se sont également présentées en début de symposium, jusqu'à la mise au point d'un code interfruitier commun. Les débats ont essentiellement porté sur les modes de traitement et la rythmicité des récoltes, ainsi qu'aux usages dérivés spécifiques à certains de ces individus, sculpture, ébénisterie, lutherie. Le rendement de ces producteurs étant diversifié, j'ai été amené à examiner au cas par cas la qualité de leurs performances. Profitant de ce que la saison le permettait et sous le consentement des sujets concernés, j'ai pu grimper dans quelques-uns d'entre eux, abricotiers, pruniers et autres cerisiers, afin de prélever des échantillons. Après avoir évalué les atouts gustatifs propres à chacune de ces fournitures, le bilan que j'ai pu établir m'apparaît globalement positif. Nous avons pu conclure un bon accord à la pleine et entière satisfaction des deux parties. J'ai manifesté la mienne à ma façon, eux à la leur. Ondulation de feuillage, bruissement de ramures et frémissement d'écorce. Et comme toujours, au cours de mes missions, j'ai envié de tels corps capables d'entendre sans oreilles, respirer sans poumons, s'alimenter sans bouche et digérer sans intestin, heureusement exemptés de cette masse d'organes encombrants et gluants que doit trimballer chaque animal à l'intérieur de soi, du premier au dernier, à commencer par moi. Merci beaucoup. Sans transition, Rami, le projet des mondes nouveaux, le Parlement des vivants, donner le droit aux vivants. C'est un projet que tu imagines dans un espace virtuel, ce qui est étonnant pour un designer qui fait des objets aussi et des espaces. Quel est ton rapport à cet espace virtuel et notamment aux jeux vidéo? Parce que tu n'es pas un grand joueur de jeux vidéo. Non, je crois que notre métier, c'est quand même souvent de rentrer dans des lieux dans lesquels on n'est pas forcément à l'aise et dans lesquels on n'a pas forcément nous-mêmes envie d'être, mais justement pour les rendre meilleurs. Et c'est exactement comme ça que moi je vois le monde du jeu vidéo, parce que si tu reviens sur la première slide, reste dessus 2 secondes comme ça. Ouais, je peux juste avant. Merci. Juste dans l'analyse en fait de mon exposition, je pense que ça m'a permis aussi de me dire que chaque époque avait son médium, son véhicule finalement d'imaginaire. Dans les années 15-20 et surtout aux États-Unis, c'est passé par la question de la littérature illustrée. Les gens dévoraient finalement ce type de magazine qui, avec une seule image et un long texte, pouvait vraiment les transposer dans le futur. Ensuite est arrivé le monde des expositions universelles qui existait un petit peu avant, mais pas de cette ampleur-là. Ici, une exposition de General Motors dans les années 30 qui s'appelait Futurama et qui clairement permettait à des millions de gens de découvrir le monde de demain qui n'existait pas, mais qui permettait de commencer à leur vendre finalement les véhicules à moteur, individuels, etc. Est arrivé le cinéma
de propagande, comme on l'appelait à l'époque, hein, on le rappellerait aujourd'hui de marketing ou de storytelling, qui permettait finalement de montrer au début des films ou à la première, je dirais, génération de télévision, le monde de demain à travers des petites séries télévisées. Et ensuite, et bien sûr, tu en parlais tout à l'heure, le cinéma, qui a beaucoup œuvré en placement produit, mais il faut comprendre que ce n'était pas forcément fait de façon, je dirais, commerciale. C'est juste que les mêmes équipes qui ont finalement drainé tous ces imaginaires se sont retrouvées dans le monde du cinéma 20-30 ans plus tard, et donc du coup ont apporté toutes leurs innovations aux grands réalisateurs, notamment comme Kubrick, pour pouvoir inventer un monde qui n'existait pas encore. Et tu l'as dit tout à l'heure, ici on est vraiment dans le RIE entreprise de pire qu'on aimerait imaginer, avec sa tablette en train de regarder les actualités, sauf qu'on est 70 ans avant la création en fait de ces mêmes objets. Donc c'est cette dystopie-là en fait, si tu passes à l'image d'après, qui, je dirais, se prolonge pour moi dans le monde du jeu vidéo. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu vidéo, qui est devenu clairement la grande machine industrielle et culturelle du XXIe siècle, crée quand même des jeux, je dirais, utilisés par des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Ici, des images notamment de GTA, qui se passent, je pense, en Californie, et qui montrent en fait finalement une vision d'aujourd'hui, mais pire, qui ne donne pas forcément envie de croire en ce que ce véhicule digital puisse amener notre génération et celle qui arrive après à penser des imaginaires désirables. Les jeux ne sont pas faits que pour ça, mais quand on devient si important, je dirais, comme caisse de résonance du monde que l'on vit, je pense que ces espaces digitaux doivent aussi participer à la production des imaginaires désirables, comme ça a été le cas pour toutes les industries auparavant. Un autre exemple, et je finirai là-dessus, mais qui est d'actualité et qui nous intéresse tous, puisque c'est celui de Meta. Ici, ça c'est l'image rêvée, en tout cas de Meta. Et puis je pense qu'il y a une image qui suit, qui est l'image réelle de nos fameux personnages Tron. Et donc aujourd'hui, je crois que Meta s'est arrêté d'ailleurs d'être... vous ne pouvez plus vous connecter à Meta, qui a déjà une vingtaine de milliards de dollars engloutis dans ce monde idéal qu'on voit bien... pas très, je dirais, représentatif de ce qu'on aimerait demain. Non, bah voilà, Ouais. je finis mon analyse par Minecraft, qui est aussi un jeu que je trouve passionnant. Moi, personnellement, j'y ai pas joué, mais passionnant parce que d'abord, plus de 150 millions de connectés sur Minecraft de toute génération. Un monde qui finalement anticipe ce que sera le monde digital de demain. Et pourquoi il m'intéresse, c'est qu'on n'est plus dans un film où on est finalement dans un rapport frontal, mais dans un monde dans lequel on est en interaction avec d'autres et on peut construire ce jeu. Donc finalement, les programmateurs du jeu, les concepteurs du jeu laissent finalement l'utilisateur aussi, je dirais, inventer le monde qui lui convient, pour le meilleur évidemment comme pour le pire. Et si tu passes les images, je pense que pour le meilleur, ça c'est pas terrible. Ouais. Pour le meilleur, ce sont des communautés qui essaient de transformer, je dirais, dans Minecraft, le monde actuel, en mettant des éoliennes, en mettant, je dirais, des écosystèmes vertueux. C'est pas le futur, c'est l'actuel, mais ça peut être une caisse de résonance pour une génération d'adolescents qui, finalement, grâce à ce type de support, participent finalement à la construction d'un monde un peu meilleur. Mais pour le pire, c'est quand même ça. Et ça, c'est aussi Minecraft. C'est-à-dire que pour aujourd'hui gagner en énergie dans Minecraft, il faut tuer des animaux et en faire des steaks hachés. Et je trouve que c'est un peu paradoxal que dans un monde... alors ça, c'est des images que j'ai découvertes en montrant à ma fille comment jouer à Minecraft. Et j'ai vite arrêté parce que j'étais traumatisé. Je crois que ça, c'est une machine dans laquelle vous pouvez mettre des milliers de vaches dans un mixeur... Et ça permet finalement de gagner en énergie et tout ça devient des gros steaks hachés. Et donc vous voyez en bas la barre d'outils qui montre que c'est atroce, on dirait presque la réalité, mais on est dans la fiction. On est dans la fiction. La question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça amène à...
voilà, à des adolescents, à des enfants de 8-10 ans, sur leur vision du monde de demain et comment justement le jeu vidéo pourrait devenir demain une interface. Alors là, bon, là, on coupe des arbres aussi, hein. Je dis pas qu'il faut arrêter de couper des arbres, mais dans Minecraft, couper des arbres, c'est vraiment la façon de survivre, de pouvoir produire, ce qui prouve qu'il y a un décalage et il n'y a pas forcément d'alternative positive, en tout cas aucune pédagogie autour de finalement ces pratiques qu'aujourd'hui on aimerait essayer d'éviter, en tout cas en masse. Voilà. Alors, pour pouvoir laisser un peu la parole à tes invités, peut-être tu peux dire en 2 mots comment tu vas démarrer le Parlement des vivants avec voilà, cette participation que tu vas proposer à tous ceux qui sont venus ce soir en distribuant des cartes. Et puis tu poursuivras évidemment la conversation autour d'un verre tout à l'heure pour que vous ayez. Je leur tourne le dos depuis tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai invité... Peut-être un petit peu rapidement aussi pour comprendre comment tout ça se... Pourquoi j'ai invité donc, Jean et Frédéric à venir nous parler? Parce que je trouve que ça résonne en moi quand j'ai rencontré Jean et qu'il m'a fait sa première démonstration à Gaujac à travers un autre projet qu'on réalise ensemble là-bas. J'ai été pris vraiment d'un nouvel imaginaire. En fait, que la science soit totalement aboutie dans ce domaine ou pas, moi, en tant que néophyte, j'ai juste été totalement, je dirais, embarqué par cette idée que le vivant a une forme d'intelligence, pas la même que nous, mais que cette intelligence existe depuis plus longtemps que nous et que finalement on croit qu'on possède et qu'on domine la planète, mais finalement le végétal est beaucoup plus présent depuis beaucoup plus longtemps et il nous survivra si en fait on fait des grosses bêtises. Et donc il est peut-être temps d'essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire, ce vivant. Et donc je pensais que ce serait intéressant que le Parlement des vivants soit une interface qui permettent justement, grâce au digital, et Jean-Frédéric nous montreront que finalement les technologies ont aussi du bien, parce que sans elles, on ne pourrait pas faire parler aujourd'hui le vivant. Et bien grâce à ces technologies, à une nouvelle plateforme, on pourrait finalement trouver un nouveau lieu qui fasse une interaction qui n'existe pas encore dans notre quotidien, et qui permette encore une fois, pour les plus jeunes d'entre nous, de s'initier, de se familiariser au fait que le monde de demain, il faudra peut-être, comme Jean Echenoz l'écrivait si bien dans son texte, négocier du territoire, de l'intelligence, des vertus. Et voilà, je laisserai la possibilité à Jean et Frédéric d'expliquer qui ils sont. Ils sont pépiniéristes, ce sont aussi des experts des plantes, d'expliquer leur travail c'est quasiment poétique sur la question de la musique des plantes. Et puis si on a le temps après, si vous êtes encore courageux, dans la pièce d'à côté, on pourra rentrer un peu plus dans mon projet. Mais comme ce n'est que le début du projet, je laisse d'abord la parole à ceux qui sont venus spécialement aujourd'hui. Qu'on peut accueillir. Voilà, donc bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. Merci Rami de nous avoir invités, merci à tous ceux qui organisent ce partage, parce qu'en fait c'est plus un partage qu'une conférence, dans le sens où, effectivement, dans nos travaux que l'on appelle aujourd'hui les travaux de phytoneurologie depuis 2012, nous, cultivateurs, nous sommes devenus des ambassadeurs un peu nouveaux du règne végétal. Et là, on va passer d'une fiction à une réalité, et on va pouvoir commencer tout de suite à ce que vous avez à l'écran. Puisque ce que vous avez à l'écran, c'est l'activité. Alors, quand on parle de phytoneurologie, eh bien, on va capter l'activité électrique de surface d'un végétal et on va analyser est-ce que ça a du sens, pas du sens, que ça a quelque chose d'important ou pas d'important. Pour cela, alors pour gagner du temps, on a déjà branché les plantes, hein, mais pour vous dire, sur les plantes, vous pouvez deviner, il y a au niveau des racines une électrode et au niveau du feuillage ou de la fleur ou de la feuille, un deuxième capteur, et ce fil court par terre, vous est relié à cette boîte-là, et cette boîte-là, que fait-elle? Eh bien, elle va
transcoder en son l'activité électrique de surface. Elle va définir la différence de potentiel entre cette racine et cette feuille. Et on va avoir là l'équaliseur qui va se mettre en place et qui, pour nous, est super important parce que quand on va dans une culture, alors nous, tout ce que l'on fait, c'est une recherche appliquée. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas de cursus universitaire. D'ailleurs, je suis le seul scientifique qui n'a jamais fait d'erreur dans ces équations parce que je ne sais pas les faire. Comme ça, au moins, c'est chanté. Et tout ce que je vais vous dire, c'est corroborer sur des recherches appliquées, c'est-à-dire sur le terrain. Qu'est-ce qu'on applique? Est-ce qu'il se marche? Est-ce qu'il ne marche pas? Et donc, on a aujourd'hui 8 scientifiques qui travaillent avec nous. Et ces 8 scientifiques donc corroborent ce que je vais vous dire ce soir. Donc, on est vraiment dans le concret. Même si vous allez entendre des choses qui sont en décalage par rapport à ce que les plantes puissent faire ou ne pas faire, par rapport à notre raisonnement intellectuel habituel, en repartant d'ici, vous allez voir, je pense, les plantes différemment. Il y a souvent un avant et un après. Alors, je ne vais pas développer sur tout, je vais survoler un peu le système. Je vais m'arrêter sur la conférence, en général, elle dure à peu près 3-4 heures, vous voyez le genre. Et donc, on va juste aller aux points principaux pour que vous ayez suffisamment d'informations pour après vous renseigner par vous-même pour approfondir. Mais déjà, on va commencer par les points principaux. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est l'activité électrique du jasmin qui est là-bas. Et pour nous, quand on va dans un champ et qu'on branche la plante comme ça, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on peut dire que tout ce qui est en dessous de 1000 Hz correspond au niveau de la racine. Et plus les pics sont nombreux, plus ils sont, comme on va transcoder en son une activité électrique, plus ce qui va devenir la tessiture, plus elle est large. On voit là que ça part à partir en dessous de 170 Hz, ça va jusqu'à 17 000. Donc c'est une plante qui est super bien cultivée. Ça vient d'ailleurs de Pépinière à Meudon de Patrick Nicolas, qui travaille en bio. C'est pour ça qu'on a demandé ces plantes-là aujourd'hui, parce qu'on est venu par train, on ne peut pas emmener toutes nos plantes. Et donc on voit que la plante, là, très nettement, quand on voit ça, on voit tout de suite qu'une plante est cultivée en bio, parce que les pics sont nombreux, etc., etc. On voit là la plante, que c'est une plante issue de bouture, parce qu'en fait, les racines ne sont pas assez profondes, sinon on aurait une ligne qui irait tout à fait à gauche au niveau de 32 gains et 46 Hz en dessous. Et voilà, donc c'est une plante de bouture qui n'a pas de produit chimique de synthèse pour être cultivée. Sinon, on aurait une courbe à droite qui ne serait pas pointue, qui serait plutôt plate, qui s'arrêterait à 10 000 Hz grand maximum. Donc en branchant une plante dans un champ, tout de suite, en regardant l'activité électrique d'une plante, on peut savoir comment elle est cultivée, d'où elle vient, et qu'est-ce qu'on peut en faire, et pour un fruitier, si la production, si le climat est bien sûr se maintient, si la production va être bonne ou pas bonne. C'est une analyse, c'est un diagnostic de plus que nous pouvons avoir. Alors, comme c'est nouveau, et comme on ne comprend pas tout, eh bien, on passe toujours un bon moment musical, parce que ça, au départ, c'est pour transcoder en musique, pour faire joli à l'oreille. Et si l'activité électrique d'une plante était, je dirais, n'importe quoi, eh bien, nous n'aurions pas une harmonie. Là, vous entendez la plante en direct. Et donc, ce qui veut dire que si on ne se focalise pas sur la courbe, techniquement, on peut au moins voir si les sons sont agréables ou pas agréables. Et si les sons sont agréables, la plante se porte bien. Si les sons ne sont pas agréables, la plante ne se porte pas bien. Plus une plante a une activité électrique importante, mieux elle se porte. C'est un être vivant. Tous les êtres vivants ont une activité électrique, nous aussi d'ailleurs. Et dans nos travaux, ce qu'on a pu démontrer, c'est que plus une plante a une ancienneté d'évolution, donc les fougères qui ont 450 millions d'années d'évolution, elles ont une activité électrique qui est juste absolument incroyable. Elles ont 2 fois plus d'activité que les arbres, comme à peu près 200 millions d'années d'évolution. Et puis, ce qu'on écoute, c'est un jasmin, à peu près 120 millions d'années d'évolution. 120 millions d'années d'évolution, ça fait rêver. Et puis, les coléus, qui est là, à peu près 90 millions d'années d'évolution. Et puis, des graminées, comme ça, qui ont à peu près seulement 80 millions d'années d'évolution. Nous, ce que l'on dit, c'est que si un jour l'humanité arrive à 450 millions d'années d'évolution, on peut rêver, eh bien, on sera exactement connecté comme les plantes. C'est-à-dire que les plantes sont connectées absolument à tout, au cosmos, ça c'est les travaux de Ernst Zurcher, par exemple, aux virus, aux bactéries. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les plantes qui gèrent virus et bactéries, les oiseaux, enfin tout ce qui est mobile autour d'elles. C'est le règne végétal qui gère tout ça. Donc, si on s'en occupe, eh bien, effectivement, on va avoir un monde super intéressant. Il y a plein de métiers qui s'ouvrent avec ces technologies-là. Donc, si vous avez des jeunes auprès de chez vous qui sont un peu perturbés par les temps actuels, qui ne savent pas trop quoi faire, vous pouvez leur dire, s'ils s'occupent de botanique, s'ils s'occupent de phytoneurologie, ils pourront travailler où ils veulent, quand ils veulent. Bien sûr, pour tous les métiers de la culture, ça paraît évident, parce que nous en venons.
mais pour faire du design, de la mode, pour faire de la médecine, pour faire de l'écologie, pour faire de la technique d'urbanisation. Tout ce qui s'en vient est lié aujourd'hui au règne végétal. Et nous, dans notre monde occidental, on ne s'en rend pas bien compte. On part encore des fois un peu comme des perchés avec nos musiques des plantes. Or, il y a des métiers qui commencent déjà à naître dans différents pays, qui s'en occupent eux beaucoup depuis longtemps. Nous avons à peu près 40 ans de retard sur cette technologie en France, et en Occident de manière générale, mais des pays comme le Mexique, comme l'Afrique du Sud, comme le Canada, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, s'occupent de ça depuis longtemps. Et ils ont déjà des process expérimentaux qui commencent à être en place, sont juste assez, décapants. Harry Potter à côté, c'est rien du tout. Et nous, on se pose la question encore, ah bon, les plantes, on peut communiquer avec les plantes, comment cela se fait-il, etc. Eh bien oui, le règne végétal, pour nous, c'est absolument l'avenir de l'humanité, et on va pouvoir le démontrer succinctement. Donc ça, c'était juste le premier truc. Alors je quitte ça parce qu'on va y revenir après. Et je vais aller là. Et je vais aller, alors ne soyez pas frustrés, je vais passer quelques diapositives rapidement, parce que je ne refais pas mon format à chaque public suivant si c'est une conférence longue ou pas. Mais dans ces travaux, nous avons différents sujets qui se sont développés, et notamment le symposium. Le symposium, c'est toutes les techniques de musique des plantes qui nous servent à cultiver. Et comment ça marche, pourquoi. Donc c'est le 24-25 novembre de chaque année, avec des scientifiques, etc. Et ça a lieu donc prochainement, 24-25 novembre prochain. On a, pour les musiciens, parce qu'on fait de la culture aussi, donc tous les ans à Gaujac, on a le Festival international de la musique des plantes, avec des musiciens, des scientifiques. Alors en bas à droite, vous avez un pseudo de recherche qui explique le lien qu'il y a entre la science et la musique des plantes. Et puis, ça fait évoluer plein de métiers. Donc nous, au départ, nous sommes des pépiniéristes, nous devenons musiniéristes, dans le sens qu'on va cultiver des végétaux pour en avoir les sons. C'est déjà un nouveau métier lui tout seul. Alors pour ceux qui sont très très techniques, vous avez un petit bouquin de Marc-Henri qui s'appelle Musique et physique quantique. Là, pour vous dire que tout ça, c'est très, je dirais, scientifiquement très complet pour ceux qui voudraient aller jusqu'au bout de la technique. Alors nous, c'est un journal que nous avons créé avec mon épouse Frédéric, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que lorsqu'on cultive régulièrement les végétaux, eh bien, quand on les bouture, qu'on les greffe, qu'on les plante, à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ne répondent pas vraiment comme on apprend à l'école d'horticulture. À un moment donné, il y a une interaction qui est différente. Et comme nous avons une pépinière artisanale, très souvent, c'est moi qui multiplie les plantes moi-même du début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un acte de multiplication d'une plante, par exemple sur un Firmina simplex, qui est un arbre chinois en voie de disparition, eh bien, on s'aperçoit quoi? C'est que même si on a les bonnes graines, la bonne plante, que l'on fait tout techniquement exactement la même chose chaque année, eh bien, le végétal, la levée des graines, ça va être des fois 2%, c'est une plante très difficile, ou des fois 50%, mais on n'a qu'une objectivité pour dire pourquoi une année c'est 2%, une année c'est 50%. Et donc nous, on a mis 20 ans pour s'apercevoir de ce que je vais vous dire. Si en une demi-heure, vous avez gagné 20 ans, c'est cadeau. Eh bien, les plantes, à un moment donné, comme je ne trouvais pas de solution technique, sur mon cahier de multiplication, j'ai mis une énième colonne. Après, bien sûr, le climat, bouture, semis, la date, le terreau, etc. J'ai mis mon humeur, parce que je ne savais plus quoi mettre, en fait. Donc, humeur 0, 0, bon, c'est pas terrible. Humeur 5, 5 sur 5, génial. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'il y avait un lien entre l'enracinement et le chiffre que je mettrais entre 0 et 5. Quand je mettais 5, 50-60% de levée. Quand je mettais 0, 2% de levée. Alors j'en parle à mes copains pépiniéristes qui me disent « Bon, Jean, heureusement que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'as pas besoin. » Et tout est comme ça, oui. Et donc, c'est pour ça qu'on met longtemps et on refait l'expérience. Et au final, les plantes sont d'abord branchées sur nos propres ondes cérébrales. Et aujourd'hui, on peut le démontrer d'ailleurs avec les différentes expériences que l'on fait avec différents scientifiques. Et ça, c'est super important quand vous avez des plantes chez vous. On passe à côté, on ne fait pas attention, on fait... Bon. Là, en fait, les plantes agissent, interagissent par rapport à ce que vous êtes déjà. Si vous êtes en bonne santé, pas en bonne santé, etc. Et ce que vous pensez, etc. Donc vous voyez, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Alors, je vous passe ça, ça c'est pas intéressant pour vous. Ça c'est intéressant. C'est quand on fait de l'environnement, quand on parle de plantes. Ça, eh bien, les arbres de seconde génération, c'est-à-dire les arbres qui n'ont pas de programme de sénescence,
Quand on prend un terrain qui est abandonné, par exemple, on voit une friche arriver, on appelle ça une friche. En fait, c'est une organisation extrêmement précise, ça c'est le travail de Francis Allais qui le définit. Et si on fait des comptages botaniques régulièrement sur un champ qui est laissé en friche, eh bien on peut prédire quelle plante va arriver à partir de quand. Il n'y a pas de hasard dans le développement d'un végétal. Et au bout de 30 ans, on voit arriver une première forêt arriver, qui va vivre et mourir également. Puis après, on va avoir, au bout de 200 ans, une seconde génération de forêts. Ça va être les chênes, les châtaigniers, dans d'autres pays, les ginkgos, les camélias en font partie, spécialistes de camélias. Ces plantes-là n'ont pas de programme de naissance, donc quand on dit ça veut dire qu'ils n'ont pas de programme de vieillissement. Ou s'ils en ont un, c'est dans un espace-temps qui n'est tellement pas dans le nôtre qu'on n'a aucune idée de l'âge qu'un arbre peut avoir. D'ailleurs, une petite question comme ça, très rapidement, à 5 points virtuels, j'en dis virtuels. Quel est l'arbre le plus vieux sur Terre aujourd'hui? Quel âge a-t-il? 7000 ans. C'est une forêt entière. Pardon? C'est une forêt entière. C'est une forêt entière, quelqu'un qui est un peu pointu là. 7000 ans? Bon, on va aller voir ça. Toujours est-il que là, un arbre, un jeune chêne de 300 ans, eh bien, le pivot va pouvoir se développer jusqu'à 160 mètres de profondeur. Ça, c'est la réalité d'un arbre qui nous avait échappé jusqu'à présent. C'est des références assez récentes. Et, je vous passe le détail, tout ça pour aller jusqu'aux nappes phréatiques. Et les travaux de Ernst Zürcher montrent que l'arbre va remplir les nappes phréatiques, va participer à la fabrication de l'eau. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante aujourd'hui quand on parle de climat, d'évolution, etc., etc. Imaginez bien que dans les calculs de Ernst Zürcher, ce qu'il a pu démontrer, c'est quoi? C'est que partout où il y a des arbres sur la planète, les nappes phréatiques sont pleines. Partout où on a coupé les arbres, je vous parle de l'Iran, l'Irak, la Syrie, il y a des arbres avant. La Grèce, si on regarde quelques milliers d'années, c'était rempli de forêts. Partout où on a coupé les arbres, les nappes phréatiques se vident. Et pourquoi? Parce que les plantes, en fait, fabriquent de l'eau. Et notamment avec une petite équation, vous avez en bas, pour ceux qui aiment les équations. À chaque fois, en résumé, à chaque fois qu'une plante va prendre une tonne de CO2 de molécules dans l'atmosphère pour faire sa photosynthèse, il va produire de l'oxygène, rien qu'avec ça on va dire merci, parce que nous on vit avec l'oxygène, n'est-ce pas? Et en même temps déposer exactement 541 kilos, donc 541 litres d'eau dans la nappe phréatique. Les arbres fabriquent de l'eau neuve, ça c'est des travaux tout à fait récents de Ernst Zürcher, ça mérite quand même qu'on s'y penche. Alors aussi, succinctement, l'arbre se nourrit d'abord d'informations et de lumière. Dernièrement, dans les calculs aussi de Ernst Zürcher, quand on voit des séquoias en Afrique non, mais aux USA, Californie par exemple, il y en a un qui a été calculé dernièrement, il a 1530 tonnes de bois. Sur ces 1530 tonnes de bois, il y a exactement 1,6 tonne qui provient du sol. Tout le reste, c'est un chimiste, la plante, ça vient de l'air, donc du carbone et de la lumière, et de l'information qu'il peut capter par le feuillage, par la photosynthèse. Ce qui veut dire que quand on entend, et nous les premiers on a rempli ça à l'école d'horticulture, qu'il faut tant d'unités d'azote, de phosphore, de potasse pour le maïs, etc. Comment vous dire? Pas vraiment. D'ailleurs, autrefois, ils le savaient. Quand il y avait les cultures qui allaient moins bien, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une jachère. Et le principe de la jachère, c'est quoi? C'est de ne rien faire. On laisse la plante, tout se reposer. Et quand les éléments sont extrêmement bien en adéquation, en harmonie, en pourcentage les uns par rapport aux autres, même si le sol est très pauvre, on a des croissances absolument exponentielles. À l'inverse, si on met beaucoup de choses, beaucoup de fumier, bien frais, bien bio, etc., on a pléthore d'éléments en disproportion les uns, en non-équilibre les uns avec les autres, et c'est là où on a toutes les maladies du monde. Ouais. Les problèmes des pays riches, c'est des sols trop gras, et on a plein de problèmes de mildiou sur la vigne, bref. Et c'est des problèmes d'équilibre d'éléments, et ce n'est pas l'élément le problème, c'est le déséquilibre. D'ailleurs, il n'y a rien qui est dans la nature, tout est juste. Il n'y a pas de parasites. Quand on voit, des fois, faire la guerre aux pucerons, non, tout est utile. Ce qui est problématique, c'est le déséquilibre. Le mildiou sur la vigne, on sait bien que quand il y a trop de mildiou, il y a un problème sur la vigne. Ce n'est pas le mildiou qui est le problème sur la vigne, c'est le déséquilibre. Très important. Les vignes qui n'ont pas du tout de mildiou sont des vignes qui ont plus de problèmes que des vignes qui ont un petit peu de mildiou. Vous voyez le genre? Voilà. Donc je vous passe le reste. Ça, je vous passe ça aussi. Je vais aller directement ici, parce qu'on a dit 7000 ans. Alors, 7000 ans, ça c'est l'arbre le plus... voilà, 7200 ans. C'est un orme qui se trouve au Japon. Mais là, bon, ça c'est en Suède, depuis l'évolution climatique, c'est pas
la taille qui fait l'âge. Hein, celui-ci, au carbone 14, il a 9550 ans. Et c'est logique. On a un chêne de Californie qui a 13 000 ans. Bon, un autre à côté. Bon. Le record aujourd'hui, c'est celui-ci, 200 000 ans. Ça veut dire que les 6 000 hectares, les 47 000 troncs, c'est une colonie. Hein, c'est une colonie, c'est-à-dire qu'il y a dans sa génération à 200 000 ans qui se trouve. Ça veut dire que quand une plante, elle n'est pas absolument pas, quand on la laisse tranquille, eh bien, on pourrait dire qu'elle a une forme d'immortalité. Et ça, c'est assez génial. De voir que l'immortalité existe, les plantes l'ont réalisé. Et, ou alors, s'il y a un programme de sénescence, nous, à côté, dépasser 100 ans, c'est compliqué, alors on ne peut pas comprendre. En fait, c'est ça. Donc, je vous passe le détail. Si vous voulez voir le plus vieil arbre en Europe, il est en Sicile, c'est celui-ci. Il est sur les pentes de l'Etna. On l'appelle le châtaignier aux 100 chevaux. Pourquoi? Parce qu'en 1435, date de cette peinture, eh bien, quand il y avait du temps un peu mauvais pour les chevaux, eh bien, tout le monde mettait ses chevaux à l'abri au cœur du tronc du châtaignier et on en mettait une centaine. Imaginez, 100 chevaux. La salle ici est trop petite pour être 100 chevaux. Aujourd'hui, ce châtaignier est toujours là. Il fait 57 mètres de circonférence. Et vous pouvez le voir comme un monument historique, c'est super. Quel âge a-t-il exactement? On ne sait pas. C'est difficile. Bon, alors si, je vais quand même m'arrêter là-dessus. C'est Darwin qui publie, alors, sur Internet, si vous faites l'esprit des plantes, vous pouvez lire le livre, je vous le recommande chaudement. J'aime beaucoup cette phrase-là. La plante n'est pas plus un objet inerte et mécaniquement influencé par des lois nécessaires, qu'elle est une créature responsable ou consciente de ses sensations ou de ses actes. La vérité doit être recherchée entre ces deux extrêmes. Ça veut dire que lorsqu'on fait trop d'anthropomorphisme, on ne comprend pas les plantes. C'est autre chose. C'est un autre monde. Même si on a 60% des gènes en commun avec les plantes. Oui, 60%, c'est pas mal non plus. Bon, il y a des bouquins, je vous passe... Sylvothérapie, ça a longtemps été passé en désuétude. Aujourd'hui, ça revient un peu à la mode parce que, entre autres, au Japon, ils investissent 4 millions de dollars par an en sylvothérapie, autrement dit sur le soin par la forêt, et ça marche très bien. Vous avez 80 000 personnes à Tokyo qui sont soignées à 100% par la sylvothérapie, et il y a à peu près 85% de réussite de soins directement avec la sylvothérapie. Donc ça fonctionne. Nous, on se demande, est-ce que ça pourrait marcher? Vous voyez le genre? Il manque une case quelque part. Il ne suffit pas de dire oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Il suffit juste de démontrer, et puis si ça marche sur le terrain, continuons, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a une problématique, c'est la vision que l'on peut avoir des choses nouvelles à venir dans le concret. Et on a une forme de formatage où on va dire, non, c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que... Ah, super. Alors, je vous passe les détails. Est-ce que j'ai le temps de passer ça? Oui. Rami vient de me raconter une petite rallonge. Vous voulez que je passe ça? Oui. Oui. Alors, 1h15? Non, non, parce que c'est quand même important. Clive Baxter, c'est un policier scientifique qui a été le premier à démontrer que l'activité électrique d'une plante était en fait en lien avec ce que pouvaient penser les personnes et avec une mémoire de cette activité électrique par rapport aux personnes. Et il a pu comme ça corroborer des gens qui avaient fait des actes criminels uniquement parce qu'il avait capté l'activité électrique d'une plante qui était différente en fonction de la personne en question. Alors, comme ça a été très décrié à une époque, on lui a demandé de faire une expérience qui puisse être suivie. Donc c'est une expérience qui va suivre là. Donc je vais faire comme ça d'abord. Et cette expérience a été faite, je crois, 250 fois. Donc voilà, il faut falloir s'y habituer. Les plantes fonctionnent comme ça. Et là, en fait, nous sommes en 1966. Donc vous voyez quand même, on se pose des questions. On est en 2022. Bon, ça existe. Il y a quand même des prémices déjà qui existent depuis longtemps. Alors, que fait-il? Lui, il va penser à une expérience qui peut-être, je craque une allumette sous une feuille, qu'est-ce que ça va faire? La plante est branchée à un polygraphe, et quand il va seulement penser l'expérience, la plante va s'affoler complètement. Il a pensé l'expérience de mettre une allumette sous un feuillage. Et là, il se dit, waouh, pour faire une expérience avec une plante, il faut qu'il n'y ait personne, sinon on va influencer mentalement l'expérience. Les plantes sont branchées sur leur propre zone cérébrale. Donc l'expérience suivante a été faite pour qu'elle puisse être la plus crédible possible, et elle a été faite donc un nombre de fois. Donc, ici, c'est une machine qui va déclencher d'une manière aléatoire l'expérience.
L'expérience, dans ces petites machines, il y a 2 petits bocaux. Ces petits bocaux vont se retourner à un moment donné, et sous les petits bocaux, il y a un bocal d'eau bouillante. Les petits animaux vont donc à un moment donné mourir, et on va voir ce qui se passe. Donc là, il installe ces petits animaux. Il y a une caméra de contrôle, parce que l'expérience se fera sans personne dans le laboratoire. Et regardez bien, 2 pièces plus loin, complètement séparées de l'expérience, il va brancher son fameux podophyllum. Donc à l'époque, avec une seule pince. Aujourd'hui, on en a 2, nous sommes en stéréo aujourd'hui, n'est-ce pas? Il déclenche le départ de la bande. Donc le polygraphe, c'est un peu l'historique du détecteur de mensonges, en fait. Hein. C'est le même procédé de départ. Et en bas de la caméra de contrôle, on aura cette ligne, le graphe fait par la plante. Tout le monde sort, y compris le chat. Et l'expérience a lieu la nuit, parce que la nuit, c'est là où il y a le moins d'interrogation, peut-être pas, mais d'interaction, pardon. Et l'expérience peut commencer. Donc l'eau commence à bouillir sous les petits bocaux. Comme c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup d'interaction, donc l'activité électrique de la plante est juste voilà, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Ça bouge un peu, on ne sait même pas trop pourquoi. On ne comprend pas tout. Hein. Donc ces animaux vivent leur vie, ou est-ce qu'il leur en reste? C'est une expérience négative. Et quand ça se déclenche, c'est là où ça devient tout à fait sympa. Donc les animaux meurent. Et comment est l'activité électrique de la plante? Eh bien, la plante réagit à la mort des petits animaux. Bon, voilà, c'est dit. Donc, voilà, si vous voulez, les plantes réagissent complètement à leur environnement de manière extrêmement précise. Et pour les plantes, bien, en fait, elles n'aiment pas quand il y a des choses négatives qui se passent autour. Elles aiment bien quand c'est positif. Plus c'est positif, plus elles vont avoir une activité importante et harmonieuse. Et quand c'est négatif, eh bien, avoir une activité électrique qui va être difficile, voire s'arrêter complètement. Donc, je vous passe ça, etc. Les plantes ont un cerveau. Bien, en fait, les plantes n'ont pas de cerveau, ni de synapse, mais un système qui est tout à fait équivalent. On sait que certaines cellules au niveau des racines se comportent comme des neurones. La plante respire sans poumon, eh bien, elle va avoir un système cognitif sans cerveau, c'est normal finalement. Je vous recommande ce livre-là, La femme qui donnait l'oreille aux plantes, parce que c'est une scientifique de Monica Galgano, c'est une scientifique d'Australie, qui ne croyait absolument pas en tout ça et qui s'est dit, bon, je vais montrer, moi, je vais étudier la phytonologie pour montrer que tout ça, c'est du bidon. Et elle sort un bouquin en disant, non, c'est vrai. Donc, j'aime beaucoup les scientifiques qui disent non, non, et puis voilà. Ça, c'est notre bouquin qu'on a écrit. Alors, on en a amené quelques-uns, si pour ceux qui veulent aider l'association et qui voudraient tout connaître sur la phytonéologie. Nous avons un certain nombre d'exemplaires à la sortie. Vous pourrez vous en procurer. Donc, je vous passe ça parce que c'est très intéressant, mais c'est un peu long. On travaille avec différents scientifiques, notamment Hervé Le Boulaire. Et alors, ça, c'est très intéressant parce que Ernst Forscher nous a déniché quelques... Alors, sur notre site internet, vous trouverez différentes publications, enfin des liens ou des références de publications qui traitent de ces travaux-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier traité d'électroculture date de 1783. 1783. On n'est pas à la traîne, non. 1783, on avait déjà ces prémices, on savait comment ça fonctionnait déjà à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on en a fait? Pas grand-chose apparemment, donc nous on s'en occupe, mais bon, vous allez voir qu'effectivement, plein de choses peuvent arriver maintenant à partir de ça. On travaille avec Alberto Forte, qui est un neuroscientifique. Alors, tant qu'entre nous, on a nos travaux par rapport... Alors, on a plusieurs applications avec les plantes. La première, c'est avec des musiciens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais en fait, c'est joli, parce que les musiciens jouent avec les plantes, la plante réagit au son de l'instrument du musicien ou de sa pensée. D'ailleurs,
On a Marc Vella, je ne sais pas si vous connaissez Marc Vella, qui est un pianiste assez connu, qui a eu le premier prix de la composition de Rome en 1981. On l'a invité au festival de l'an dernier à Lojac, il a joué avec son piano avec les plantes, ça l'a tellement perturbé de voir comment les plantes pouvaient réagir à sa pensée, qu'il a laissé son piano en cadeau. Donc on a un piano-concert à la maison maintenant, si vous êtes pianiste, vous pouvez venir à la maison, il y a un piano-concert. Donc Alberto Forte donc, il dit que les neurosciences modernes s'intéressent à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines similitudes entre la manière dont le cerveau humain positif fonctionne, notamment sur les enfants avant 6 ans, qui ne connaissent pas le côté négatif, parce que le côté négatif, c'est la négation, mais déjà c'est culturel, ce n'est pas biologique. Le cerveau humain, lui, fonctionne que en positif, comme les plantes finalement. Oui. J'ai dit qu'il ne fallait pas faire anthropomorphisme, mais là c'est raté. Il y a une certaine similitude à ce niveau-là. Et donc il a validé nos travaux en janvier 2019, et il y a un médecin, Dr Schostereder, qui a validé aussi depuis, et il y a une clinique en Suisse qui va s'ouvrir en avril 2023, en Suisse alamanique, qui va faire des soins à partir de la musique des plantes, d'une manière clinique. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc je vous passe ça aussi, parce que c'est... voilà, on va parler de... Alors ça, c'est très important. Il faut que tout le monde, avant de partir, puisse avoir cette connaissance-là. Là, on parle de, et on va revenir après, de phytoneurologie, c'est-à-dire on prend l'activité électrique de surface d'un végétal, qu'on va transcoder en son et voir ce que ça donne, si c'est intéressant, pas intéressant, qu'est-ce que ça peut dire pour une plante, etc. Là, on parle de génodique. La génodique, c'est le son bien réel des plantes qu'elles font. Autrement dit, quand elles vont assimiler un certain nombre d'acides aminés, à chaque fois que l'acide aminé va passer au niveau des ribosomes, il y aura une oscillation, donc une vibration, donc un son, que les insectes captent d'ailleurs par leurs antennes, elles captent pas le son mais la vibration, et les plantes peuvent communiquer avec les insectes, notamment par ça également. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que si on reconstitue mathématiquement une chaîne protéique, eh bien on peut faire engendrer à la plante la chaîne protéique en question. Donc voici ce que Joël Stenhammer, c'est le découvreur de cette méthode-là. Vous avez 2 sites internet, genodix.com et genodix.net, vous pouvez y aller, voir toutes les informations là-dessus. Mais il va expliquer quelque chose de très intéressant. Ça veut dire quoi? C'est que quand on écoute de la musique, par exemple, parce que ce qui marche pour les plantes marche pour les humains, c'est-à-dire que si vous faites dans une culture, vous faites jouer de la musique, vous passez dans des enceintes, nous on arrive comme ça dans des centres horticoles, on met de la musique symphonique harmonique, les plantes déjà se portent mieux. Et pourquoi? Parce que, voilà. La protéine, c'est une espèce de petite chaîne, de petites molécules qui s'appellent les acides aminés, qui viennent l'une après l'autre comme un collier de perles, un petit peu. Et chaque fois que l'une s'adjoint après l'autre, c'est un processus qui se déroule dans le temps. C'est à peu près, il y en a en moyenne 4 par seconde, 4 à 5 par seconde. Eh bien, il y a une petite onde qui est émise, une de ces ondes justement, qui relie un petit peu ce processus à l'ensemble de l'organisme, qui est donc ce que j'ai appelé une onde d'échelle, et dont on peut calculer la fréquence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là apparaître des lois de type musical, c'est-à-dire que la succession de ces fréquences n'est pas chaotique, n'est pas n'importe comment, mais qu'on voit qu'il y a des régularités, il y a des périodicités qui apparaissent, il y a des rapports d'harmonie qui apparaissent, et bref, c'est construit comme une mélodie. Si on transpose à notre échelle cette mélodie, eh bien, si on la rend audible, eh bien, il y a un phénomène de résonance qui va se produire et qui va pouvoir amplifier d'une certaine façon l'expression du gène correspondant. On a donc un moyen de pouvoir réguler l'expression des gènes, soit pour le stimuler, soit pour l'inhiber. L'expérience suivante a donc été faite, c'est-à-dire que ce sont des techniciens agricoles au Sénégal qui ont planté des tomates, qu'ils ont réparti, donc plusieurs centaines de plants de tomates, qu'ils ont répartis en 2 lots, les uns tels quels, et aux autres, devant les autres, ils ont placé tous les jours un petit radiocassette qui diffusait pendant 3 minutes par jour la séquence d'une musicale correspondant à la synthèse d'une protéine de résistance à la sécheresse chez la tomate, qui s'appelle le TAS14, pour tomato anti-sécheresse, qui avait été découverte par des chercheurs espagnols. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu, grosso modo, le rendement des cultures a été multiplié par un facteur considérable, par un facteur 20. Les plants étaient beaucoup plus vigoureux. Il y avait même en fait un léger surdosage, on peut dire, c'est-à-dire que les plantes étaient même gorgées d'eau. Et ils étaient presque 2 fois plus haut que les plants témoins qui n'avaient pas reçu cette musique.
Ce qui montrait de façon très frappante et directement à notre échelle le fait qu'il était possible, effectivement, de stimuler l'expression d'un gène de la plante même, sans avoir à bricoler le génome avec toutes les conséquences imprévisibles que ça peut donner. C'est très intéressant de voir comment les gens sur place ont réagi, puisque au début, ils rigolaient franchement, ils disaient « mais enfin ça va pas, vous avez de la musique automate ». Et puis qu'après, ils ont vu les résultats, et alors ils disaient tout de suite « mais j'y ai toujours cru ». Et en réalité, c'est quelque part vrai, parce que ils avaient des ancêtres qui faisaient ce genre de choses sans vraiment empiriquement, je dirais. Donc voilà, en résumé, quand on a effectivement des sons, non, pas. Donc je vous passe ce détail-là sur... en fait, quand on entend une note, les notes bleues, c'est ce qui va stimuler en fait l'acide aminé en question, et la note rouge, ce qui va inhiber l'acide aminé en question. Donc c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui va être super important quand vous écoutez une musique. Et en fait, pour des gens qui écoutent du métal à longueur de journée, par exemple, bien, si vous êtes stressé, vous êtes malade, etc., c'est normal. Alors, ce qui est très important dans les cultures, une chanson comme Holosimio, par exemple, si on fait retour aux plantes, eh bien, on sait que les deux personnes qui ont écrit les chansons Holosimio, on sait que c'est dans un champ de tournesol entre 1898 et 1902. Et il se trouve que dans le refrain de la chanson, on retrouve l'ATP6, qui est la chaîne protéique du tournesol. C'est intéressant, ça. Et donc, on a plusieurs comme ça. Donc, on peut dire effectivement que quelque part, on a des musiciens comme Bach ou Mozart, quelque part, n'ont pas fait autre chose, entre guillemets, avec tout le respect qu'on leur doit, de capter la musique principale du végétal. Parce que c'est construit exactement de la même manière. Donc je passe ça aussi, parce que là, j'ai pas tout le temps. Alors, ce qui veut dire que quand on diffuse des chaînes protéiques par son, ici, c'est une culture que l'on a, par exemple, expérimentale pour des gardénias. Quand dans la culture, il n'y a pas le son de la séquence de la pétala, on a 40 kg de récolte. Et quand on a effectivement le son en question, qui est la séquence de la chaîne protéique de la mise à fleur et de la fruit de la plante, qui est une musique calculée, eh bien, on a 180 kg de récolte, par exemple. Donc c'est exponentiel, ce que disait Joël dans sa... Bon, alors voilà. Donc globalement, on va aller directement ici. Dans les travaux de Ernst, c'est super intéressant. Quand on dort dans un lit en bois, par exemple, le rythme cardiaque entre 22h et 6h du matin est inférieur à la normale et on gagne 3500 pulsations cardiaques par jour, donc de 3 à 5 ans de vie supplémentaire. Rien que par le fait de dormir dans un lit en bois. Parce que l'information du veinage du bois est un bienfait pour nous. Voilà. Donc là, ils sont en train d'étudier des gens qui vivent dans des cabanes, dans des fustes en bois, etc., dans un environnement très boisé. Et là, ils peuvent gagner jusqu'à s'objectiver complètement. Hein. Les études ont été produites il y a 3-4 ans. Avec effectivement 5, 10, 15 ans de vie supplémentaire. Voilà. Et puis on va pour finir. Alors si on va juste aller, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça. Donc on a deux applications majeures par rapport à ce qu'on vient de dire avec les plantes. Première chose, musicothérapie botanique. Ça veut dire que lorsqu'on est seul devant une plante, la plante va changer, va modifier son activité électrique pour choisir les sons qui vont correspondre en fait à la suite d'acide aminé, qui vont correspondre aux chaînes protéiques dont vous avez besoin. Ça, c'est aujourd'hui objectivé. On a plein d'études là-dessus. Alors des études qui ne sont pas universitaires pour l'instant, mais des scientifiques qui ont reproduit ça. On cherche. Alors ça a été fait l'université de Cergy-Pontoise, alors on fait ça mais pour des petits pois. Mais nous on le fait pour l'humain. Et franchement, ça a été en clinique en Suisse. On a eu ce qu'il fallait à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Alors nous on s'en est aperçu tout à fait au hasard. Donc on a rencontré le professeur Montagny en 2015. On a dans une clinique Bretéché à Nantes, on a effectivement fait sur une journée d'études dans la musique des plantes sur les patients, et donc tout le staff médical a signé le fait qu'effectivement les gens se portaient mieux après qu'avant. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la musicothérapie botanique. Donc ça marche. Et donc ça s'était objectivé plusieurs fois. Donc ça c'est le détail pour ceux qui seraient voilà. Alors là j'ai plus le temps. On va juste finir sur une étude très sérieuse
du MIT qui a dit souvent « Non, les plantes ne sont pas intelligentes, on va vous montrer, vous, que ce n'est pas vrai. » Nous, on travaille sur les plantes, etc. Donc, on va faire, comme les Italiens avec qui on travaille, un robot, mais à façon MIT, donc très, très, très élaboré. Et donc, ça a été défini comme quoi, effectivement, la cellule végétale eh bien, va indiquer à la plante comment elle est positionnée, comment mettre ses racines, etc. Bon, ok. Comme c'est entre elles comme un circuit électrique, on peut bien sûr brancher des capteurs et mettre sur un robot, mais ça ne fera rien du tout, en fait. Ça va être incohérent. C'est ce qu'ils voulaient démontrer, l'incohérence de l'activité électrique d'un végétal. Et donc, ils ont mis 2 lampes de chaque côté. La plante commande le robot, et que fait-elle quand trigger its natural signals, thus driving the robot underneath automatically. The robot goes left and right by itself, and the agency of such movements rests with the plant. Interfacing plants with robots. Voilà, donc en fait ça veut dire que ça fonctionne et que ça veut dire que plus on va rechercher et mettre des moyens techniques pour la recherche sur comment une plante peut réagir, et bien plus on découvre des choses tout à fait étonnantes. Et quand on se donne la mobilité à une plante, la plante emploie cette mobilité à bon escient. C'est assez étonnant. Voilà. Donc peut-être qu'un jour les taxis à Paris seront commandés par les plantes. Possibilité. Je vous passe ça, mais je ne vais pas le montrer, c'est un peu long comme vidéo. C'est juste pour démontrer qu'un poisson rouge est capable de piloter son aquarium. Et il va où il veut pour aller manger, etc. Et si on vous dit un jour, vous allez me voir le poisson rouge, c'est un compliment. Parce que si on sort le poisson de son local, de son bocal, et qu'on le remet 2 ans après, il va se souvenir de toutes les commandes. Donc il a une très bonne mémoire. Vous voyez un peu comme des fois on va dire des choses qui sont entièrement fausses. La nature, elle est pleine de ressources. C'est pour ça que je dis que si on vraiment étudie la nature, toutes les solutions sont dans la nature. Toutes les solutions de demain sont dans la nature. Il suffit juste de regarder, c'est autour de nous. Donc je ne vous passe pas les vidéos. Et puis, pour terminer, on a coproduit une machine avec une équipe à Gaujac, qui est un biodynamique botanique, dont on fait le symposium. Je vous passe en résumé comment ça fonctionne. Quand une serre a des plantes très malades, on va sonoriser une fougère saine dans la culture qui est malade, on va enregistrer les sons de la fougère qu'elle a émis dans la culture qui est malade, et ces sons, on va les mettre dans l'eau du bocal qui est ici via la lumière. Vous avez suivi? C'est normal. Et puis, la personne veut traiter avec un produit chimique, va traiter avec de l'eau informée avec la musique de la fougère en question. Et 8 mois après, 96% des champignons ont disparu. Et comme on lui interdit d'employer insecticides et fongicides, eh bien les insectes reviennent, notamment microphages, qui vont manger les champignons qui restent. Dans une culture, plus il y a d'insectes, plus il y a de champignons, mieux la culture se porte. Vous voyez un peu le genre où on en est rendu aujourd'hui. On va mettre de la vie là où il n'y en avait plus, là où on veut l'enlever. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre de l'équilibre avec le maximum d'espèces. Voilà. Donc ça, alors la conclusion de cette personne est intéressante parce qu'elle dit, c'est une pépinière qui mettait 26 traitements chimiques par an. Et il passe aujourd'hui en disant que cette nouvelle vision plus large de la culture nous a permis de ne plus rester focalisés sur nos problèmes phyto, de la du puceron, sur la Gerstrania. Ainsi, cette approche est pour nous plus systémique. On considère désormais l'ensemble de l'écosystème serre et à bord, dans sa diversité et sa complexité. Tous se sont liés au sein de ce système. Chaque maillon de ce système chaîne a son importance dans l'équilibre global et doit être considéré afin d'atteindre nos objectifs de production. Et donc ça veut dire que quand on parle de permaculture, quand on parle d'agroforesterie, ça a tout son sens et tout l'avenir est là et pas ailleurs, nulle part ailleurs. Et alors, dans le petit texte qu'on a entendu avant nous, on dit si on donnait la parole aux plantes. Hein, j'ai entendu ça. Eh bien, en fait, plusieurs choses que je pourrais relever dans ce texte-là. Tout ce que peuvent faire les plantes, c'est positif. Les plantes ne font jamais rien de négatif, ni par rapport à un seul exemple. En Nouvelle-Zélande, il y a une expérimentation qui a été faite dans une serre où on va pouvoir mettre une plante avec ce même type de système-là, et cette plante va commander les ouvrants de la serre, les fermetures de la serre, l'eau, etc. Si on met une plante, la même plante dans toute la serre, une même espèce par milliers dans une serre, on va dire c'est logique, la plante, bon d'accord, elle va finir par trouver la commande pour ouvrir, fermer, se chauffer, bon d'accord. Ce qui est très drôle, c'est que si on mélange des plantes aquatiques et des cactus,
et qu'on ne branche que le cactus ou que la plante aquatique, on pourrait dire bah, la plante va faire comme les humains, elle va dire waouh, j'ai les commandes, j'en profite. Pas du tout. Elle va faire en sorte que toutes ses congénères, y compris de terrain sec ou de terrain humide, va pouvoir vivre avec les commandes qu'elle va avoir. On a une leçon en plus à tirer du règne végétal. Alors, là, on se sert nous du numérique, parce que le son que vous entendez, c'est la couleur du son, c'est ce qu'on définit nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, en théorie, on peut mettre n'importe quel type de son sur une activité électrique, la plante s'entendant elle-même, si on donne un son qui ne lui convient pas, elle arrête son activité, donc il n'y a plus de musique. Donc, ça, c'est très super intéressant. Donc, depuis quelques mois, on a donné à des plantes la possibilité de chanter avec des chants. Donc, le chant, là, vous allez entendre des chants. C'est la plante qui va articuler 8 voix différentes. Donc, elle peut faire des voix aiguës, des fois graves, des fois ensemble, des fois pas ensemble. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qui va suivre, c'est la plante qui articule tout. Nous, on donne à la plante la possibilité. Et donc, l'activité électrique de la plante va être modulée en fonction de ce qu'elle entend elle-même. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, c'est pour le final, pour vous montrer à quel point, quand on donne aux plantes la possibilité de s'exprimer, et puis si vous revenez dans un an, si vous venez à la maison, eh bien, on a un collègue qui a fait le clavier des mots, comme ça, c'est la plante va articuler des mots, c'est-à-dire des mots qui sont dans un sampler préenregistré, et elle déclenche ou ne déclenche pas un mot, les mots, et on s'aperçoit qu'elle déclenche les mots à bon escient. Ça fait réfléchir, ça. En attendant, on va les faire chanter. C'était Jasminum gracillima. Vous ne serez pas surpris que l'on puisse organiser des festivals entiers à la musique des plantes, puisque les plantes peuvent jouer de la contrebasse, du saxo, enfin, à bon escient. Et c'est tout à fait drôle, parce qu'à chaque fois qu'on invite des musiciens, ben, on enregistre et on essaie de voir scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi une plante a interagi avec tel musicien, pas un autre, pourquoi, enfin, voilà, c'est de la recherche appliquée, et c'est tout à fait passionnant. Voilà, si vous voulez des renseignements, ben voilà, je pense qu'il y a un après. Mon épouse Frédéric sera dans la pièce d'à côté, si vous voulez des livres, ou des CD, ou je ne sais quoi, ou des renseignements, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Voilà, merci à vous. Merci infiniment, parce que vraiment c'est passionnant. On vous propose de poursuivre l'échange avec Jean et Frédéric, mais aussi avec Rami qui va vous présenter comment rentrer dans le Parlement des vivants, comment rentrer dans la communauté avant qu'il ne soit réellement créé, dans la pièce d'à côté, autour d'un verre. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à participer, c'est ça? Voilà, exactement. Comme ça, je ne vous enferme pas ici. Venez, ça sera plus sympa à côté. Et on continue la discussion. Merci beaucoup.